Merci à tous d'être venus ce soir. Bon, on est désolé, on a eu quelques petits problèmes pour brancher nos différents ordinateurs. C'est le Mug 09 aujourd'hui. On va parler un petit peu de Java, un petit peu de .NET. Avant tout, on voulait juste remercier nos sponsors qui nous aident à organiser ces soirées. CGI, notre sponsor historique, Accenture, qui nous aide depuis 2 sessions. JetBrains qui nous a donné des licences, donc en fait on va les donner à la première personne qui s'est enregistrée aujourd'hui, qui s'est inscrite sur le Meetup. Donc c'est Ossine Ashrouf, j'espère qu'il est là. Bravo. Et bien sûr, merci à l'IUT et à Marc pour nous prêter la salle. Quelques infos de nos copains du LavaJug et Clermont Tech. Donc les prochains événements, semaine prochaine, du côté du LavaJug, avec Anastasia Sabi sur du Spark, Clermont Tech, une happy hour qui est planifiée pour début mars et un apéro PHP le 14 mars. Je vous ai mis le lien planète-clermonttech.org. Je vous invite à aller y voir. Vous verrez, vous avez on essaie d'enregistrer les 3 communautés, tous nos événements, tous les événements qu'on essaie d'organiser, on essaie de les enregistrer là-dedans. Donc si vous voulez avoir les infos, c'est là-bas où il faut aller voir. Pour le Mug, le prochain event, en fait, ça sera un event co-organisé justement avec Jug, Clermont Tech, et ça sera au Bivouac. Donc, on va parler de TypeScript avec Sylvain Pontoro, le 21 mars du coup. Et sinon, le Mug tout seul, ça sera on a une prochaine session le 9 avril à l'IUT, Xamarin avec des Progressive Web Apps. C'est bon, Daniel ? On essaie de reprojeter. On essaie de reprojeter, tu crois que ça peut marcher? Je sais pas, c'est pas gagné. C'est super pratique comme ça. C'est génial. Tiens, je te laisse ça. Bonne chance. Ouais. Te fait pas mal au cou. Ouais. Splendide. Allez, Gauthier, Ouais. on est pas mal? Ouais. On est bon? Bon, donc bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler un petit peu d'un retour d'expérience d'un développeur Java dans la communauté .NET. Ça s'enlève ça? Très bien. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Daniel Pétisme, Clermontois. Je travaille chez Michelin, notamment sur la partie manufacturing, et ça expliquera pourquoi j'ai commencé à regarder la partie .NET. Et le soir, je m'occupe de différentes choses autour de l'écosystème Java. J'ai fait partie de la meilleure asso tech clermontoise qui est le LavaJug. J'ai contribué après sur différents projets. Donc j'ai fait du Golo, qui est en fait un langage de programmation basé sur la machine virtuelle Java. Donc du coup j'ai joué sur ça. J'ai joué sur du Vertex, qui est... Alors il faut que je dise la définition officielle puisque c'est enregistré. Qui est en gros un framework de développement, enfin un framework pour développer des applications réactives en Java. Si je fais la définition officieuse, c'est en gros un portage de Node.js dans le monde Java pour avoir le même modèle d'event loop et d'asynchronisme. Et je contribue également sur un autre projet qui s'appelle Jhipster, ou Java Hipster sur le handle Twitter, qui est un générateur de code. Qui connaît Jhipster de nom? Ok. Donc c'est un générateur de code côté Java et j'en parlerai un peu plus tard. Donc du coup, grosso modo, j'aime la partie Java et notamment j'aime la partie Java et j'aime notamment travailler sur ce qu'on appelle la machine virtuelle Java, qui en fait est bien plus puissante que le simple langage Java. Donc du coup, je me suis pas mal amusé sur ces éléments-là. Donc du coup, vous allez me dire, ok, super, mais pourquoi tu t'es cassé la tête à aller dans l'écosystème .NET ou pourquoi tu es sorti de la zone que tu connaissais et tu as été joué sur la partie .NET? Comme je disais tout à l'heure, donc je bosse chez Michelin, notamment sur l'aspect manufacturing depuis quelques temps. Et en fait, le monde industriel est massivement Microsoft. Pourquoi? Parce qu'à une époque... Là, c'est pas moi, je jure. C'est bon, ça revient. Alors attends, est-ce que c'est... C'est l'intermittent du spectacle. Là, c'est pas... Ça revient. Là, ça plante en fait, non? Non, ça c'est là. On l'a fait. On l'a eu fait. Il marche tes autres portes? Ouais, c'est bon. Là,
Attendez. Alors. Putain, moi je tiens tout le temps les câbles. Touche. Putain. Tiens le câble et puis du coup. Sinon j'ai mon PC, hein, s'il vous plaît. Non, là, c'est bon. Barrez-vous, tous. Par contre, il va vibrer, hein. C'est pas grave. On va essayer comme ça. Donc du coup, je disais, je travaillais sur la partie usine. Donc du coup, en industrie, c'est massivement du Microsoft. Pourquoi? Parce que il n'y a que Microsoft qui a voulu faire du com des com passé un certain temps, que le monde serveur aimait pas trop cette partie-là. Donc à partir du moment où j'ai des drivers écrits en Windows, bah, toute la stack logicielle, j'ai tendance à la développer dans le même langage. Ça va être pénible ce truc-là. Donc du coup, Microsoft. Et donc du coup, plus récemment, au mois de décembre, en fait, on a commencé à jouer avec un produit dans l'équipe dans laquelle je travaille, qui est écrit en .NET, et j'ai eu à trifouiller un petit peu, donc je me suis dit, bah, c'est le moment en fait pour rejouer un petit peu sur l'aspect Microsoft. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai testé, j'ai essayé de développer 2-3 trucs, et je me suis dit que c'était intéressant de faire un petit retour sur bah, pour un développeur Java, comment .NET a évolué. Mes seules expériences .NET avant ça, c'était le cours à l'IUT, Fred Chassagne pour ceux qui ont connu, le cours à l'ISIMA, Fred Chassagne pour ceux qui ont connu, voilà. Et grosso modo, c'est à peu près tout. Donc du coup, c'est parti, en avant pour l'aventure sur l'aspect .NET. Et donc du coup, je vais faire mon petit retour d'expérience sur différentes choses. Tout d'abord, le langage. Le langage, moi j'ai principalement joué avec C#, le langage quand même emblématique sur l'écosystème .NET. Et alors là, malheureusement, je ne peux pas mettre assez de troll, mais sur la partie C# en tout cas, moi j'étais plutôt bluffé du langage. Quand je prends le langage Java, grosso modo, C# a facile 5-10 ans d'avance par rapport à ce qu'on peut avoir côté Java. Et ce que je vous propose en fait, c'est de vous présenter mon top 3 des features qui en tant que développeur Java m'a impressionné côté C#. Et c'est dommage, du coup je ne peux pas avoir mon Mac et je ne peux pas faire de démo. Tout d'abord, donc, ce que j'appelais les data objects, mais plutôt le côté initialisation directement avec les accolades au niveau du constructeur. Ça, c'est un truc, c'est super pratique pour notamment les DTO, donc des objets qu'on veut transférer, où grosso modo, à part des getters-setters, il n'y a pas grand-chose. Là, côté Java, si je veux faire la même chose que les 10 lignes de code qui sont là, c'est déclarer les attributs, un constructeur vide ou un constructeur avec tous les arguments. En plus de ça, côté Java, on n'a pas d'arguments nommés, donc on n'a pas d'arguments optionnels également. Ça veut dire qu'il faut connaître de manière exacte toutes les positions de tous les paramètres à passer. Et derrière, c'est des getters-setters. Donc là, un get pour chacun des attributs et un set pour chacun des attributs. Fondamentalement, ce n'est pas du code très compliqué. C'est du code que l'IDE, enfin souvent on demande à l'IDE de le générer. Mais justement, étant feignant, si l'IDE est capable de générer du code, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur ajoutée. Donc soit le compilo peut le faire, soit le langage peut porter cette complexité. C'est ce que C# fait en faisant ce genre de choses. Et donc ça, pour le coup, on gagne quand même beaucoup en lisibilité de code. C'est plutôt sympathique. Deuxième feature, le côté asynchrone. Donc là, pareil, dans la sémantique du langage, il y a le côté async pour déclarer une tâche comme asynchrone. On retourne une tâche. L'avantage, c'est que du coup, on peut jouer sur... je veux faire un bout de contrôle sur les tâches. Donc, est-ce qu'elles sont démarrées, bloquées, cancellées? Je peux passer des tokens pour arrêter les tâches. Et puis, de l'autre côté, si je démarre une tâche asynchrone, j'ai le mot-clé await pour le lancer. Le point que je n'ai pas gratté, vous me direz si vous le connaissez, mais le point que je n'ai pas gratté, c'est côté Java, on a un modèle de threading qui n'est donc pas inscrit dans la sémantique du langage, mais qui est assez fin. On peut jouer avec les schedulers de manière très, très fine sur le pool de threads qu'on veut instancier, sur la taille, est-ce qu'on veut qu'il soit dynamique, est-ce qu'il soit fixe, etc. Et donc du coup, on a ce genre de choses qu'on peut gérer. C'est relativement touchy pour un développeur lambda, mais ça se fait bien. Côté C#, on a cette sémantique-là, mais en fait, je n'ai pas vu d'endroit où je peux jouer avec le thread pool pour dire, en fait, je veux faire du threading sur 3, 4, 10 pools en parallèle. Ce contrôle-là, je ne sais pas à quel mic je peux le gérer. Donc ça, c'est plutôt une bonne force du langage. Par contre, moi, je me pose une question, c'est où sont les Reactive Extensions? C'est des extensions qui existent en TypeScript, qu'on réutilise en Java pour le coup, qui existent pour le coup dans plein de langages avec une sémantique qui leur est propre, qui est en train de devenir un peu la norme côté développement asynchrone. Et pourtant, l'éditeur, c'est Microsoft, et avec son langage phare qui est C#, en fait, on ne retrouve pas ces extensions. Donc en fait, on a des gens qui vont développer des bacs en C#, qui vont arriver côté Angular en faisant du TypeScript, qui est aussi un langage Microsoft d'ailleurs. Ils vont avoir une syntaxe, une sémantique Reactive Extensions, et puis en fait, on a
un split entre les deux, on n'a plus les mêmes sémantiques. Je pense que là, on aurait à gagner. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était un package à côté. On peut les utiliser, mais ça manque de cohérence de bout en blanc, entre guillemets, quand on s'appelle Microsoft, je trouve. Dernier point, les extensions. Donc les extensions, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne les connaissent pas? C'est être capable, grosso modo, j'ai ma classe string, celle-ci tout le monde la connaît, il manque la méthode qui manque toujours, la méthode capitalize, pour passer juste la première lettre en majuscule et pas les autres, ou ce genre de choses. Eh ben, elle n'existe pas, c'est pas grave, je peux déclarer une extension avec cette méthode capitalize, et en fait, dans mon contexte, c'est-à-dire dans mon assembly, dans mon jar si je suis en Java, si j'importe cette extension, dans ce cas-là, j'ai accès à cette méthode capitalize sur la classe string, comme si elle avait toujours fait partie de la classe string. Donc ça, c'est assez pratique. Côté Java, ce n'est pas directement Java qui le porte, je vous expliquerai après, mais en fait, en Java, on a pas mal de langages alternatifs, et ça, c'est quelque chose qui est apparu très tôt dans les langages alternatifs Java. Groovy, qui est un des langages historiques alternatifs, l'a utilisé dès le début, mais on l'a plutôt utilisé pour étendre le SDK de base. C'est-à-dire on va rajouter les méthodes sur les collections qui ont toujours manqué. Le first, le tail, le machin. Sur la class string, pareil, ça a été usé et abusé pour rajouter toutes les méthodes qui manquaient. Ce que j'ai apprécié côté C#, et même pour le coup côté un peu plus framework, c'est que c'est vraiment inclus dans les frameworks. Là, j'ai mis un exemple d'un startup en ASP.NET Core. En fait, pour splitter, enfin, ce que j'ai pu trouver comme bonne pratique, c'est pour splitter le startup pour éviter qu'il fasse 300 km de long. Mais en fait, on va déclarer des extensions et on va venir les importer. Et en fait, les modules dans le framework ASP.NET Core sont des extensions qu'on vient importer au fur et à mesure. Et on vient enrichir un langage de base avec des extensions. Et donc, cette intégration dans le framework, j'ai trouvé ça plutôt malin. Par rapport à ce qu'on a côté Java, alors à titre d'exemple, côté Java, on a une bibliothèque qui s'appelle Waver, qui cherche à amener le côté fonctionnel à Java avec toute la sémantique, option, maybe, either, ce genre de choses. Et donc du coup, ils ont été obligés de retravailler sur les collections. Ils ont littéralement splitté toute la branche de collection de Java. Donc on a un package qui s'appelle Java Util avec collection, list, array list, map, set, h7. En fait, ils ont redéveloppé toute leur collection à côté, avec leur propre nom de package, etc., pour ajouter le comportement. Typiquement, si on avait les extensions en Java, on aurait pu être capable de faire ce genre de choses. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une force que j'ai trouvée du langage. Donc du coup, si je m'amuse à faire un petit comparatif, C# est-il plus fort que Java? Je vous ai mis quelques exemples. L'inférence de type dans les variables locales. Donc en C#, je suis dans ma méthode, je veux faire une nouvelle liste, par exemple. Je fais var mylist égale new array list, par exemple. En Java, ça existe que depuis Java 10, qui est sorti l'année dernière. En C#, ça existe depuis 2007, si je ne me trompe pas. C'est ça, 2007. Donc c'est quelque chose qui est natif, qui a plus de 10 ans côté C#, vous y faites même plus attention. Côté Java, nous, la majorité des développeurs écrivent encore list mylist égale new array list. Donc là, pareil, la plus-value, elle est faible. Les data objects, j'en ai parlé. Pareil, l'initialisation dans les constructeurs. Alors, c'est l'initialisation des objets, mais c'est aussi l'initialisation des collections. Et ça, c'est toujours la galère en Java. On crée une liste, mais en fait, vu qu'il n'y a pas de notion de fluent, entre guillemets, c'est list mylist égale new array list, mylist.add quelque chose, mylist.add quelque chose, et en fait, on prend 4-5 lignes, alors qu'on pourrait instancier tout ça directement dans les accolades. Pierre, il n'est pas d'accord. Accolade? Ouais. Ça fait dégueulasse quand même. On est d'accord. Les extensions, donc 2007, côté Java, on n'en parle pas. Les threads, alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'héritage horizontal. En C#, il n'y a pas d'héritage multiple, comme en Java. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les threads ou l'héritage horizontal, c'est copier grosso modo des comportements dans une méthode. C'est dire, c'est plutôt pour copier du comportement, entre guillemets. Souvent, l'héritage, c'est une voiture est un véhicule, par exemple, mais il y a des fois, on veut juste pomper le comportement d'un objet connecté, par exemple, et on ne va pas dire la voiture est un véhicule, est un objet connecté, on va juste dire je vais lui copier-coller tel quel les caractéristiques d'un objet connecté. Ce qu'on aurait tendance à faire sans l'héritage horizontal, c'est de faire de la composition, dire la voiture inclut un objet connecté, je fais de la délégation sur les méthodes. Là, c'est vraiment je copie-colle les méthodes. En Java, on est capable de faire un mimic, de faire un hack, c'est avec les méthodes par défaut dans les interfaces. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dans les interfaces, on fait des méthodes par défaut qui sont surchargées par les développeurs s'ils veulent ou pas. Et donc en fait, puisqu'on est capable d'étendre plusieurs interfaces, on est capable de récupérer plusieurs comportements. Donc du coup, ça, je l'ai vu,
il y a une bibliothèque côté Java qui s'appelle Zalando Problems. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont splitté les problèmes fonctionnels, les problèmes de type 400, les problèmes de type 500, les problèmes de type 300 en HTTP. Et en fait, au bout du bout, ils disent, si tu veux hériter des problèmes de type 300, extend interface 300, grosso modo, et je viens copier-coller le comportement qui me va bien. Donc, on est capable de faire cet exemple de composition. Donc, en Java, ça existe avec les méthodes par défaut depuis 2014, qui est la Java 8. Côté C#, ça arrive avec C# 8, qui est sorti l'année dernière. Donc, on va voir, on arrivait à faire des contournements avec des extensions, de l'héritage, enfin, des bouts d'extensions qu'on appliquait, etc. Mais on voyait que ce n'était pas très propre. Ça va arriver. Et alors, mon préféré, l'interpolation de chaîne de caractères. Côté Java, ça fait 20 ans qu'on le demande, il n'est toujours pas là. Côté C#, il existe pareil depuis 2015. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas, tout simplement. Côté compilateur, c'est pas très compliqué à parser. C'est fait dans beaucoup de langages alternatifs Java. Et ça apporte un vrai gain sur la lisibilité, entre guillemets, du code pour faire ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment top. Donc, oui, C# pour moi est plus fort que Java, au moins sur la syntaxe du langage. Cependant, ce que j'explique, c'est qu'en fait, en Java, on a des langages alternatifs. Donc, on a une machine virtuelle Java avec des bytecodes, et en fait, il y a des gens qui ont développé par-dessus des langages qui, tant qu'ils sont compilés et génèrent le bytecode compréhensible par la JVM, sont exécutables comme si c'était du Java. Donc, du coup, on a tout un tas de langages. Depuis très tôt, je regardais la première release de Groovy, qui est l'un des langages historiques, c'est 2007. Donc en fait, depuis 2007, on a des gens qui construisent des langages. Et en fait, ces langages ont tendance à s'adapter au contexte du moment. Donc Groovy, en 2007, est arrivé en disant, Java présente des limites. Voilà le langage qu'on aimerait avoir si on réimplémentait Java en 2007-2010, grosso modo. Donc les collections avec plein de méthodes en plus, la class string étendue, plein d'objets pour la gestion des commandes système, du threading, etc. Groovy a eu une belle vie pendant tout le début des années 2010. Avec des frameworks un framework notamment qui s'appelle Grails, pour ceux qui connaissent, donc Ruby on Rails version Groovy, qui a donné lieu aussi à un outil de build qui s'appelle Gradle, donc c'est une syntaxe Groovy. Et puis après, il y a eu d'autres langages qui sont arrivés. Kotlin, qui est arrivé plus récemment, qui a été développé par JetBrains justement, et qui est en fait un modèle de threading intéressant avec des coroutines, et qui du coup est devenu le langage par défaut du développement d'applications Android. Donc du coup, ça correspond vraiment à un problème. Voilà, je veux développer des applis Android, j'ai de l'interface graphique, donc du coup, ça me demande du threading. Donc il y a un langage qui s'est adapté pour ça. Scala était très orienté. Je vais essayer de. Scala était très orienté toujours très orienté programmation fonctionnelle. Et donc du coup, il continue d'avoir de la place. Et Golo, un des langages sur lesquels j'ai pu contribuer, qui est le meilleur langage de la Terre, forcément. Mais surtout, le point qui est intéressant, c'est que la JVM, ayant compris que les langages alternatifs permettaient, on va dire, d'agrandir l'adoption de Java, en fait, on même fait rentrer au plus profond de la machine virtuelle des instructions pour favoriser le développement de ce genre de langage. Donc en fait, en Java 7, donc c'est 2012, quelque chose comme ça, en 2012, en fait, ils ont introduit une instruction qui s'appelle Invoke Dynamic, pour faciliter le développement de langages alternatifs. Donc c'est vraiment vu comme une force de la plateforme. Et donc du coup, Golo, en fait, c'est avant tout la démonstration technique qu'en utilisant cette instruction-là, on arrive à créer des langages alternatifs beaucoup plus rapides, beaucoup plus fiables, etc. Donc là, je me suis dit, OK, si je dis que Java, en fait, c'est pas juste Java, c'est Java plus tous les autres langages versus C#, il faut que je fasse le même exercice de l'autre côté. Côté C#, j'ai la notion de CLR. Donc quels sont les langages alternatifs à C#? L'historique, pour moi, c'est quand même VB.NET, qui est plutôt un bon placement de la part de Microsoft. J'ai des développeurs VB, j'ai beaucoup d'applications en VB, j'ai une nouvelle plateforme qui sort, la migration est plutôt simplifiée. Donc ça, c'est un bon move, entre guillemets, tactique pour essayer de récupérer un peu de développeurs et un peu de code. Après, il y a deux autres alternatives que j'ai pu trouver, vous me direz s'il y en a d'autres. F#, grosso modo, donc orienté fonctionnel. J'ai vu des gens qui l'utilisaient, j'ai vu des protos à droite à gauche, j'ai pas vu d'application entreprise développée en F#. Donc vous me direz si je me trompe, mais grosso modo, ça reste pour du développement de bibliothèque ou pour des cas très précis. Et de l'autre côté, des langages qui commencent à apparaître, MLNet. Donc Microsoft, et notamment avec Azure, a bien compris qu'il y a un gros point à jouer sur l'aspect data et machine learning. Donc du coup, ils ont développé leur propre langage. Donc,
Ce que j'en tire, moi, c'est que autant l'écosystème Java, les langages alternatifs, c'est une vraie force de l'écosystème, autant côté .NET, C#, VB.NET, le reste, c'est un peu plus timide, et ça va être vraiment sur des domaines très spécialisés. Donc ça, c'est sur la partie langage. Où je trouve aussi qu'il y a eu un truc intéressant, c'est que sur les Azure Functions, qui étaient jusqu'à présent du JS, je ne crois pas qu'il y ait du Java, je ne sais plus quel autre langage il y avait, ils ont introduit C# il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, Microsoft essaie vraiment de mettre en avant ce langage. Qui dit langage, dit dev, dit environnement de développement, forcément. Donc je vais vous parler un peu de Rider pour deux raisons. Un, parce qu'ils filent des licences, donc autant être fair avec eux et leur faire un peu de pub. Et deux, parce que c'est pour le coup un produit que j'ai trouvé plutôt bon. Donc moi, IDE IntelliJ, qui fait le même éditeur que Rider, donc forcément j'ai retrouvé mes petits assez rapidement. Donc le menu de configuration, ce genre de choses, l'écosystème de manière globale, la gestion des projets, j'étais à l'aise. Ça, c'est le premier point. Et deux, il utilise le moteur de refactoring ReSharper, qui est déjà un module vendu à part entière par JetBrains pour faire du refacto de code. Et là, clairement, j'étais impressionné. La qualité du refacto est bien au-delà de ce qu'on peut avoir sur IntelliJ Java. Donc les propositions qui sont fournies, on voit qu'il y a eu un vrai moteur derrière et moi, m'ont fait vraiment gagner du temps et m'ont permis d'aller, moi qui du coup avait tendance à faire des patterns Java en C#, m'ont plus vite amené sur des choses beaucoup plus idiomatiques en C# grâce à ce genre de choses. Donc du coup, s'il y a demain des devs Java qui ont envie de partir sur du C#, je leur dirais de partir sur celui-là, c'est le plus intéressant. Le problème qu'il a, c'est qu'en fait, il est payant. Donc c'est 180 $, je crois. Alors je ne sais pas si c'est l'année, si c'est un abonnement pour je ne sais plus combien de temps. Donc c'est très orienté Enterprise et il n'y a pas de version Community comme on peut en avoir en Java. Donc c'est son seul point faible. Il a 30 jours d'essai et en fait ça reflète, j'en parlerai un peu plus tard, mais une espèce de culture globale autour du C# où en fait il n'y a pas grand-chose qui est gratos. À chaque fois qu'on veut faire du C#, c'est très orienté au monde d'entreprise, donc il y a du payant. Et il n'y a pas vraiment de notion d'open source ou de gratos. Je reviendrai derrière. Voilà pour la partie langage. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions tout de suite ou on les fait tout à la fin? On fait tout à la fin? Allez, go, on fait tout à la fin. Framework. Framework, moi, j'ai joué, grosso modo, avec... alors, j'ai fait que du .NET Core, et j'ai joué avec ASP.NET Core et Entity Framework Core. Et là, non, franchement, enfin, pour le coup, c'est pas comparable avec ce que j'ai pu connaître. Ce que je présente à chaque fois, c'est qu'en fait, alors je comprends que côté Microsoft, il y a ASP.NET et Entity Framework pour .NET standard, et qu'ils essayent de porter quelque chose en Core pour faire du multiplateforme, etc. Mais sur la partie Core, il y a juste assez pour dire je ne recommence pas from scratch la moindre application, mais assez vite, on tombe à écrire du code technique qui n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée et qui devient vite pénible, en fait. Moi, c'est le truc que j'ai trouvé un peu bloquant. Forcément, quel est mon point de comparaison? Moi, je compare ça avec Spring. Alors, qui connaît Spring? Donc, Spring côté Java. Alors, pour vous donner un peu d'historique sur le monde d'applications d'entreprise, historiquement, il y a Sun Microsystems, donc après qui a été racheté par Oracle, qui a développé la stack J2E, donc Java Enterprise, et qui en fait était un ensemble de spécifications, et après fournissait des implémentations. Donc on se mettait d'abord d'accord sur tout un tas d'interfaces, et puis après il y avait des implémentations, au début fournies plutôt par Sun Microsystems et Oracle, et puis de plus en plus par la communauté. Tout ça pour dire, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Donc oui, et après, donc ça c'est arrivé, et en fait Spring est arrivé comme un concurrent de cette stack-là. En fait, Spring a dit, vous êtes trop lourd, vous êtes trop lent. Moi, je suis un éditeur, je vais construire ma propre stack. Je ne vais pas forcément chercher le consensus de toute la communauté. Je vais plutôt essayer d'aller vite et d'apporter des solutions à des problèmes que moi, on m'a pu me remonter. Mais je ne vais pas partir dans les dialogues de l'interface, je la mets à tel endroit, à tel autre endroit, je mets un pattern de telle manière, etc. Ça, c'est mon boulot, je vous le fournis. Donc Spring s'est développé dans les années 2000. Et en fait, avec le rachat de Sun Microsystems par Oracle, J2E a doucement commencé à stagner, puis a commencé à décliner. Et en fait, Spring est arrivé à ce moment-là à prendre un peu plus de part de marché. Et ce qui a fini de tuer, entre guillemets, la stack J2E, c'est que
il y a eu un moment, alors je sais, dans l'écosystème .NET, je le vois moins, mais il y a eu un moment, milieu des années 2010, enfin milieu des années 2010, où en fait les gens ont dit, bon, l'architecture pour l'architecture, c'est bien gentil, mais en fait, on génère des couches pour pas faire grand-chose, donc on a besoin de beaucoup plus de pragmatisme et beaucoup plus de vitesse dans le développement. Et en fait, c'est là où Spring a sorti Spring Boot, qui est en fait de dire, j'aurais pas dû taper sur le pupitre, ça marche depuis tout à l'heure, non, a sorti Spring Boot, qui est en fait se dire, je développe une stack avec plein de conventions. On fait comme si ça n'était rien passé. Si on ferme tous les yeux, ça se trouve, il revient. Non. Ok. Putain. Attends, si je mets le mien à la place du tien, on va voir si j'ai un meilleur karma que toi. Ça a l'air cool. Donc, Spring Boot, en fait, c'est quoi? C'est une stack avec beaucoup de conventions. C'est une stack avec beaucoup de conventions, et en fait, le but, c'est d'accélérer le plus possible le développement du développeur, quitte à ce que lui, derrière, surcharge. Non. C'est pénible, ce truc-là. Sinon, on peut le faire sans slide aussi. Quitte à ce que le développeur... En fait, il veut pas que je parle de ça. Ouais. Quitte à ce que la personne... Vas-y. Quitte à ce que le développeur, en fait, surcharge la configuration par défaut, si jamais il y en a besoin. Vas-y, ça devrait être bon. Ouais, si le développeur en a besoin. Donc du coup, ça permet, grosso modo, en prenant le genre Spring Boot, de faire une appli qui expose des routes HTTP et qui tape une couche de base de données en moins de 10 minutes chrono, et avec le health check configuré, avec des règles de sécurité par défaut, avec du CORS par défaut, avec tout un tas de nomenclatures par défaut sur l'accès à la base de données, etc. Tout ça, c'est déjà préconfiguré pour le développeur. Donc après, il y a des gens qui vont dire, je passe plus de temps à comprendre le comportement et à le configurer qu'à le coder moi-même. Donc ça, souvent, c'est une question, on va dire, de maturité avec le framework ou d'acceptation. Et souvent, les gens, en fait, ils commencent à le développer, puis ils disent, non, en fait, moi, je suis plus intelligent que le framework. Puis quand ils voient le temps qu'ils passent à développer à côté, ils ont tendance à revenir en disant, bon, finalement, le choix par défaut, il n'est pas si mal. Donc Spring, c'est ce genre de plateforme. Ça fournit la couche de persistance à la base de données, du batching, donc tout l'aspect audit, tout l'aspect health check, tout l'aspect injection de dépendance, gestion de la configuration, route HTTP, qu'est-ce que ça fournit d'autre encore? Je ne sais plus, moi. Ça fournit à peu près tout ce qu'on peut attendre, du mailing, etc. Et côté ASP, moi, ça m'a manqué. Alors, je crois que je les mets après. Moi, ce qui m'a manqué côté ASP Net, pour le coup, c'est... je l'ai senti très couplé avec du server-side rendering, avec du Razor, vraiment fortement. Il y a la culture HTTP, en fait, c'est tout masqué, wrappé. Donc du coup, dès qu'on veut accéder au header, dès qu'on veut accéder au content type, qu'on veut retourner au client, ce genre de choses, c'est un peu plus masqué, il faut aller le chercher. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un gros effort pour wrapper tout ça, pour essayer de s'interfacer au maximum avec Razor, pour avoir un couplage, pour avoir une intégration la plus forte possible. Donc ça m'a gêné. La pagination qui est inexistante. Un framework en 2019 qui ne propose pas de pagination, je ne comprends juste pas. Le fait de pouvoir dire, quand je fais une requête HTTP, je veux retourner par défaut les 20 premiers paramètres et qu'on me fasse un deuxième appel pour aller récupérer les deux d'après, enfin les 20 d'après, etc. Ce genre de choses. Maintenant, c'est juste obligatoire à partir du moment où on fait de l'Android ou on fait des clients web. On a besoin de ce genre de choses et ça n'existe pas côté ASP. Les choses que j'ai pu trouver sur le net, c'est soit c'est de la pagination, mais que côté web. Donc, je reçois un objet, pagination, grosso modo. Et après, c'est dans mon contrôleur que je fais la logique pour filtrer les objets. Soit c'est que dans iQueryable où je fais le filtrage, mais je n'ai pas de notion HTTP de la chose. Donc, en fait, il n'y avait pas de vision bout en bout. Ça m'avait gêné. DB Concurrency Exception, alors ça, c'est peut-être très personnel, mais que j'essaye d'insérer un objet, que j'essaye de créer un objet en base de données qui a déjà un identifiant, ça me claque une DB Concurrency Exception. Si j'essaye de mettre à jour quelque chose qui n'existe pas, ça me claque une DB Concurrency Exception. Ce genre de choses-là, je dis, non, il faut un peu spécialiser les exceptions
Et dès qu'on arrive sur la couche de base de données, moi j'ai eu tout le temps celle-ci, grosso modo. Alors après, c'est peut-être juste un ressenti. L'injection de dépendance manuelle. Alors ça, c'est pareil, c'est un parti pris. Il y a des gens qui vont dire, moi j'aime le fait de pouvoir tout contrôler, d'être déclaratif sur ma gestion de dépendance. Perso, je trouve que c'est la responsabilité du framework. Et pour le coup, ASP.NET Core le fournit pas. Il y a pas de. Alors, on m'a parlé ce matin de Microsoft Extended Framework, je crois, pour être capable de faire de l'annotation, grosso modo, sur les choses pour faire l'injection de dépendance. Mais les exemples que j'ai pu voir sur ASP.NET Core, c'est à chaque fois, je déclare mon injection de dépendance. Et donc, je finis avec des classes assez grosses. J'ai vu le projet AutoFac qui fait l'injection de dépendance, mais c'est un truc à côté d'eux. Donc, en fait, on commence à gluer beaucoup de composants pour faire une application. Il faut les gérer. Qu'est-ce que j'ai vu? Gestion de la configuration, ça retourne à iOptions, qui pourrit un peu la sémantique quand on veut accéder au fichier, au fichier de configuration. On retourne un fichier de configuration, sauf qu'il est wrappé dans un iOption, donc il faut vérifier que la value existe, etc. Si le fichier a bien été fourni, sachant qu'il est packagé de toute façon avec le truc. Et après, il faut que moi, je définisse le nom des sections que je veux récupérer. En Spring, pour le coup, je prends la classe qui va recevoir les paramètres, je la note avec add configuration, je lui donne le préfixe qui va bien, et en fait, lui, il s'occupe automatiquement de me faire le mapping, de faire la configuration, de faire ce genre de choses. Donc, pour le coup, je trouve que c'est un poil plus avancé que ce que j'ai pu trouver. Il n'y a rien de vraiment, on va dire, bloquant sur le développement d'applications, c'est juste que ça me force, moi, en tant que développeur, à écrire du code technique et qui me ralentit quelque part dans mon développement. L'audit, qui est juste inexistant en ASP.NET Core, pour le coup. Il n'y a pas d'audit. Le seul framework que j'ai trouvé qui fait de l'audit à peu près sérieux, c'est audit.net. Pardon. Il a une extension Entity Framework, mais c'est vraiment pour avoir une table avec toutes les actions tracées. Truc très bête, je veux, dans mon user, dans mon entité user, sauvegarder la date de dernière modification, la date de création, etc. En fait, je ne peux pas aller facilement catcher cet événement-là dans la couche d'audit pour l'insérer dans mon entité. Il faut que je surcharge le DB-save pour catcher l'événement save pour insérer ce genre de valeur. Pareil, rien de bloquant, ça reste du code technique qui n'est pas à la portée forcément de tous les développeurs. Et souvent, c'est du code qu'on va faire une fois et qu'on va mettre dans un framework et qu'on va fournir comme framework pour les développeurs avec qui on va travailler. Donc, autant que ça soit ASP.NET Core qui le fournisse, ce genre de choses. Côté testing, les fixtures. Grosso modo, quand vous voulez tester une application ASP.NET Core, la seule chose que j'ai vue, c'est Web Application Factory, si je ne me trompe pas, ou Web Application Context Factory, je ne sais plus, qui démarre l'application. C'est bien, ça démarre l'application, ça wrap une partie des choses, mais ce n'est pas suffisant à mon goût. Si je compare pareil avec Spring, ce qu'on a côté Spring, c'est être capable de moquer des users. Donc en fait, je veux, quand je fais un appel HTTP, dire que dans le contexte HTTP, j'ai un user prédéfini. Bah ça, moi, dans mes tests côté Java, c'est une annotation, et puis après, c'est le framework de test qui s'occupe de l'injecter. Pareil, ça, on arrive à le faire, il faut surcharger le contexte, catcher l'événement, enfin, injecter son propre HTTP contexte accessor, injecter le user, etc. Ça se fait, mais c'est du code que je dois rajouter dans mes tests, donc j'ai un setup qui commence à devenir assez conséquent pour faire quelque chose qui, en fait, va être très simple. Et après, côté testing en Spring, donc du coup, on a moqué le user, on peut moquer les rôles d'un user, on peut moquer, qu'est-ce qu'on peut mettre je veux moquer des choses, alors ça, on l'a, mais moquer complètement tous les contrôleurs possibles et en fait n'injecter que mon contrôleur à moi, mais être dans le contexte web, ça, j'ai pas réussi à le faire côté ASP.NET. C'est soit je démarre toute l'application, soit j'instancie mon contrôleur, je fais new mon contrôleur, mais je ne peux pas dire je moque tout le reste et en fait je n'instancie que mon contrôleur dans mon contexte HTTP. Donc ça, pareil, ça mériterait d'être un peu amélioré. Voilà pour l'aspect framework ASP.NET Entity Framework. Maintenant, un peu sur l'écosystème. Côté écosystème, forcément, si on parle de .NET, on va parler Microsoft. Et ça, c'était une mauvaise idée. Côté Microsoft, en fait, il faut que je reste comme ça. Ça permet de faire une pause à chaque section. Comme ça, si vous avez des questions, vous réfléchissez, tout ça. Allez, mon garçon. Yes. Non, putain. En fait, de temps en temps, il est un peu fatigué, il reboot 12 fois, et puis après, ça vient. J'ai mon teneur de câble officiel. Ouais, c'est bon.
Donc, je disais, bon, à la limite, pas très grave. J'ai une image que je veux absolument montrer, et après les autres, c'est bon. C'est le logo? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pénible en fait. Je peux rester là, c'est bon. C'est bon, t'es à l'aise? Moi, ça va. Hein. Je vois plus Yann du coup. Bon, ouais, c'est pas une grande perte. Est-ce que comme ça marche? En fait, j'arrive pas à savoir si c'est en dessous, au-dessus, à côté. Est-ce que, en fait, la question c'est est-ce que c'est le câble là qui merde ou c'est. Je pense que c'est ce câble. Là, ok. On ne bouge plus. Donc, forcément, si on parle .NET, on va parler Microsoft. Et pour le coup, on peut féliciter Microsoft sur le changement de culture qu'ils ont opéré sur ces. Satya Nadella, ça fait combien de temps qu'il est là? Combien? 3-4 ans? Bon, je sais pas, on va dire 4. C'est juste bluffant le boulot que ce mec a fait. C'est juste impressionnant le changement de culture qu'il a fait, au point que, je ne sais pas si dans vos boîtes, souvent on vous parle, le changement de culture, ça prend du temps, c'est compliqué, etc. Ce mec-là, il a transformé une boîte en 4 ans. C'est juste phénoménal le boulot qu'il a fait. Et donc du coup, il a complètement ouvert Microsoft sur le monde de l'open source. Et donc du coup, Microsoft se vante d'adorer l'open source. Oui. Premier projet, quand on regarde le rapport GitHub, premier projet avec le plus de stars, c'est Visual Studio Code, donc un IDE. Bon, d'accord, c'est pas forcément les technos, enfin ça fait partie des technos Microsoft, très bien. Deuxième projet, React de Facebook. Troisième projet, la documentation Azure. Donc en fait, la doc Azure apparaît comme un gros volume, donc beaucoup de choses. Donc Microsoft essaye de faire de l'open source, mais en tout cas quelque chose qui gère assez mal en fait, c'est la notion de communauté. Si vous allez voir le projet .NET Core, en fait, il n'y a pas beaucoup de contributions. C'est ouvert, c'est accessible à tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup de contributions. Et en fait, c'est peut-être là où, je ne sais pas si c'est de la faute de Microsoft ou si c'est la faute des développeurs .NET, mais grosso modo, on sent que Microsoft est en mode fournisseur. Ils essayent de lancer des choses, mais les développeurs .NET sont beaucoup plus en mode j'attends qu'on me fournisse des choses plutôt que de contribution. L'exemple que j'ai, c'est celui-là. Alors, je suis désolé, c'est du coup écrit en tout petit, que j'adore. Entity Framework Core, il y a une feature qui manque, c'est le many-to-many avec une classe implicite. On ne peut pas, à l'heure actuelle, faire une many-to-many avec une classe implicite. Donc, j'ai un user qui a plusieurs rôles, j'ai un rôle qui a plusieurs users. Il faut que je crée une classe user role dans mon domaine pour dire, bah voilà, c'est ma classe de jointure, je fais une liste de user role d'un côté, je fais une liste de user role de l'autre, je maintiens le many-to-many, etc. Ça, en 2019, ça ne devrait même plus exister. Le ticket a été ouvert, je ne sais pas si vous voyez, le 8 janvier 2015. 4 ans plus tard, 11 janvier 2019, il y a quand même un mec de Microsoft qui dit « On est désolé, on est 3 ou 4 ingénieurs sur Entity Framework Core, on passe notre temps à déjà faire Entity Framework 6, on ne peut juste pas tout faire, tant pis. » 4 ans sur un ticket, c'est juste énorme. Et il n'y a pas un mec, dans les 241 commentaires, il n'y a pas un mec qui s'est dit « Je vais essayer de le faire. Allez, que de la gueule, j'essaye de le faire. » Putain, merde. Que de la gueule, j'essaie de le faire, et au moins, j'essaie de proposer quelque chose. Et souvent, alors, je ne sais pas s'il y en a qui font un peu d'open source à côté, souvent, juste le fait de proposer quelque chose, ça lance la machine. Le gars dit « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je vais te montrer comment il faut le faire. » Ou au contraire « Ah non, bah, c'était pas si mal, on va retravailler à partir de ça. » Et c'est comme ça que les communautés se créent. Mais là, voilà, ce genre de choses. Et là, je vous ai mis juste un ticket, mais en fait, des tickets many-to-many sur Entity Framework Core, il y en a plusieurs. Celui-là, il a fini par être fermé, et forcément, il y a un autre qui a été ouvert, et donc, du coup, vous avez des corrélations. Mais ça, c'est le genre de choses... Alors, je ne vais pas dire que ça n'existe pas côté Java, parce que je n'ai pas fait le tour de tous les projets open source, mais c'est quelque chose qui est moins présent. Côté... alors, je ne le mets pas à cet endroit-là, mais côté Java, en fait, il y a vraiment cette culture de open. Et par défaut, ce que je disais, Sun Microsystem a été très rapidement tourné vers la communauté. Les jugs sont nés dès la création du langage Java, les user groups ont été montés, et donc du coup, ça a été vite présent. Je crois que j'en parle juste après, je vais juste faire un interlude. Ça, pareil, c'est un point qui m'a étonné sur la notion de communauté. Les package NuGet qui ont été plus téléchargés ces 6 dernières semaines.
Grosso modo, on trouve Newton.json, donc un framework pour faire du JSON. Bon, d'accord, celui-là, j'ai compris que c'était le produit pour faire du JSON. Je crois qu'il va être intégré dans ASP.NET Core, ou du moins, il va avoir sa propre bibliothèque. Il y a un truc Smart Cosmo, SDK.NET, et pareil, il y a un Castlecore. C'est des gars qui existent. Castlecore, c'est des gars qui ont fait 3-4 projets. Pour le coup, c'est un bout de communauté qui essaye de se lancer, mais pas très visible. Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils font du dynamic proxy, de l'injection de dépendance. Moi, j'ai vu ça. Après, je ne peux pas dire que les développeurs .NET ne testent pas. Mock, XUnit, Extended Core, Abstraction, Assert, machin, dans les top niveaux. Et du log. Et ASP.NET Core MVC arrive en 15e, je crois, ou 15e ou 16e position. Donc en fait, je n'arrive pas à savoir clairement qu'est-ce qui est utilisé dans l'écosystème .NET, quels sont les gros projets un peu phares. ASP.NET Entity Framework, c'est drivé par Microsoft. Serilog, c'est un gros projet. Autofac, c'est un gros projet. Après, je n'arrive pas à trouver de gros trucs à côté. Suspense. Slide d'après. Putain. On va y arriver, je vous jure. Attends. Je suis désolé, vraiment. Tac. Du coup, on va se mettre par là. Donc, côté Java, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, Oracle a racheté Sun Microsystems dans le 2007-2008. Et Oracle a fait du Oracle, c'est-à-dire ils ont racheté plein de produits et après ils ne mettaient pas forcément les moyens derrière. Sauf qu'en fait, vu que le JDK a été ouvert très tôt, en fait la communauté a continué à vivre malgré le fait que Oracle n'avance pas. Pour vous donner un exemple de quand je dis ça avance pas, entre Java 7 et Java 8, il s'est passé 6 ans, 7 ans je crois. Ça a été un gros changement. Les lambdas, c'était attendu depuis quasi 20 ans. Voilà, les gars, c'était remonté, ça ne voulait pas avancer, etc. D'où les langages alternatifs qui ont été lancés pour pallier à ce manque de vitesse, etc. Au point, en fait, que depuis récemment, il y a même des JDK, donc la machine virtuelle, a sa propre existence par elle-même, donc OpenJDK. C'est un peu comme si je prenais Mono côté alors, c'est pas Mono, mais c'est un peu... J'ai l'éditeur officiel qui essaye de faire un truc et j'ai un fork à côté, plutôt open, qui essaye de démarrer. Sauf qu'OpenJDK est vraiment la norme. C'est-à-dire, là, vu qu'Oracle a changé ses politiques commerciales et qu'en fait, il y a une notion de licence, etc., les gens sont tous en train de passer sur OpenJDK. Donc ça devient le JDK par défaut. Et dans celui-là, il y a des contribs d'Oracle, il y a des contribs de Red Hat, il y a des contribs de Google, il y a des contribs de user group qui contribuent, il y a des contribs individuels, il y a des personnes sur leur temps, entre guillemets, libre qui contribuent aux décisions. Donc assez tôt, ça a été incorporé dans le framework, dans l'écosystème. Et donc du coup, on a eu des belles fondations côté Java. Apache, c'est quand même Tomcat, qui tourne quand même un paquet d'applications en prod dans le monde. Ant, qui a donné Enant, côté .NET. Et après, toute la stack un peu New Hype Data, donc Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Flink, Apache Storm, Apache Pig, Apache Hive, machin, Kafka. Voilà, tout ça, c'est la même fondation. Et quand je dis fondation, c'est un organisme indépendant qui a des gens qui sont payés pour faire de l'open source et pour entre guillemets, faire de la gouvernance autour de l'open source. Donc ça, c'est vraiment une des forces du système. On a une autre belle fondation qui est la fondation Eclipse, qui fait bien évidemment l'IDE, mais c'est aussi Vertex, qui est utilisé en prod par Visa. À chaque fois, je dis Mastercard, mais c'est Visa. Donc du coup, c'est quand même des gros projets qui font partie de ce genre de fondation. Et voilà, on a vraiment découplé le fournisseur Oracle Sun Microsystems de la partie communauté. Côté .NET, moi, j'ai pas retrouvé ça. Alors, j'ai retrouvé des gens qui essayaient, ce que je disais, un Castlecore, petit, ce genre d'initiative. J'ai retrouvé des gens aussi qui faisaient du payant, et ça revient sur mon commentaire de tout à l'heure, sur ceux qui, peut-être qu'il y en a qui connaissent ASP.NET 0, qui est un framework de génération de code, de ce que j'ai compris, mais qui est payant. On dit, pourquoi ? Enfin, alors, il faut faire de l'argent, je comprends, à la limite, mais c'est le genre de choses où ça ne vient pas forcément à l'esprit côté dans d'autres langages. Donc, ASP.NET Core 0, ASP.NET 0, il y a aussi un autre truc là, qui s'appelle Extensibility, ou je ne sais plus quoi, avec un éclair rouge, là, où j'ai l'impression que c'est une boîte qui est derrière pour fournir des frameworks.
C'est de temps en temps, vraiment. Pourtant, on touche rien. Arrête de regarder. Je crois qu'il a peur de moi. C'est quand tu t'enfermes, en fait. C'est ça, c'est pour me modérer. Non, mais c'est moi, c'est surtout pour... Parce que... Moi, j'ai pas d'autres adaptateurs. On va essayer d'enlever le téléphone au cas où, on sait jamais. Je crois que c'était là après. C'est pas grave, ça on peut retrouver. Là, je vois ma trogne, on s'en pète. Donc là, ouais, je sais pas si vous connaissez des équivalents d'une fondation Apache ou d'une fondation Eclipse ou ce genre. Yes. Ouais. Mais du coup, il y a vraiment des contribs dessus ou Ok. D'accord. Donc j'irai voir pour voir ce que ça vaut. Documentation. Là, c'est pas tant la doc, moi, sur l'écosystème. Donc, Microsoft fournit une doc qui a le mérite d'être là. Ne jamais la lire en français, elle est juste dégueulasse en français. Toujours switcher en anglais. Et donc, bon, elle existe. Par contre, ce qui m'a plus gêné, moi, en fait, c'est le côté référencement de la documentation, des fois, où entre .NET Standard, .NET Core, déjà, c'est compliqué. Des fois, on se mixe. Alors, vous cherchez un Entity Framework Core et vous retombez sur de la doc Entity Framework. Donc, ça, c'est pénible déjà. Donc, premier réflexe que j'ai eu, c'est regarder la date du post, la date du Stack Overflow, etc. Truc que j'avais jamais fait côté Java. Et l'autre truc, c'est que sur la partie Core, entre la 2.0, la 2.1, la 2.2, il y a quand même pas mal de break-in change. Et c'est assez sensible. Il faut vraiment le trouver. Et donc, du coup, on tombe assez vite sur des questions Stack Overflow, ce genre de choses, qui référencent une 2.0, une 2.1, alors qu'en fait, on est en 2.2 ou on est en train de regarder l'après. Donc là, je sais pas trop. J'avoue que en voyant ça, je me suis posé la question comment on faisait côté Java. Mais ça a tendance à se faire assez naturellement. C'est-à-dire, les vieilles versions ont tendance à se faire dégager côté référencement et à venir assez vite sur les nouvelles versions. Je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que parce que j'utilisais Google et pas Bing, mais en tout cas, ça donnait cette impression. Voilà, et maintenant, nouveauté. Donc, en fait, j'en profitais aussi de l'occasion pour vous présenter un projet qui est en train de démarrer, qui s'appelle Gipster.net. Et en fait, l'idée, donc ce que je disais, là je suis désolé, normalement il devait y avoir une démo. Gipster, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un générateur de code côté Java qui a... En fait, l'idée, c'est de générer tout ce que normalement un développeur fait, mais qui, grosso modo, n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. C'est-à-dire, quand vous démarrez tous votre projet, vous faites tous... Alors, si je prends côté .NET, vous mettez tous votre fichier de build avec vos nomenclatures, vos machins, etc. S'il y a un front, vous mettez tous votre package.json avec un certain nombre de configurations, vous mettez tous vos dépendances avec un truc qui va bien. Votre projet, vous l'architecturez tous à peu près de la même manière, etc. Et en fait, tout ça, juste faire fichier un nouveau projet, etc., c'est pas que ça prenne beaucoup de temps, mais fondamentalement, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. L'idée, en fait, de Gipster, ça a été d'accélérer tout ça, et notamment de construire une stack complète back-end, front-end. Donc, en fait, quand le projet est né, c'était je prends la stack Spring, côté back, je prends un front Angular, et je couple les deux. Et j'essaie de générer tout ça pour dire, bah voilà, plutôt que de passer une demi-journée, une journée ou 2 jours, suivant les projets, à bootstrapper, entre guillemets, mon projet, à faire le fameux git commit initial work, bah ça, il est fait dès le début. Donc, je lance un générateur et je fais tout ça. Donc ça, c'était Gipster, c'était initial. En fait, le projet a plutôt bien marché et a continué de grossir, qui a fait que le back-end Java, on a commencé à lui mettre de plus en plus d'options. C'est-à-dire, au moment où je génère mon projet, je peux dire, est-ce que je veux une authentification, enfin une authentification, oui, JWT, OAuth, est-ce que je veux passer par un keycloak pour faire l'authentification ou l'autorisation, est-ce que je veux utiliser Maven ou Gradle pour faire le build de côté Java, est-ce que je veux
comment s'appellent mes packages, bien évidemment, etc. Est-ce que je veux faire des tests de perf? Oui, avec quel framework, Gatling, etc. Et tout ça, en fait, est généré. Côté front, c'est Angular. Donc, est-ce que je veux de l'internationalisation? Oui, non. Quelle langue je veux? Il y a, je ne sais plus combien il y a de langues. Il y a au moins une vingtaine de langues qui sont traduites déjà. Est-ce que je veux utiliser du CSS brut? Est-ce que je vais utiliser du SCSS, du SAS, etc. Tout ce genre de choses est déjà géré par le générateur. Et depuis plus récemment, en front, on est capable de faire du React et du Vue.js. Donc en fait, vous démarrez votre projet, il a ça. Et en plus, bien évidemment, vous avez le packaging Docker qui va avec, les images Docker qui sont fournies, etc. etc. Et oui, point aussi intéressant, on peut choisir si on veut un projet monolithe, grosso modo, ou du microservice. Donc quand on fait du microservice, on peut choisir de générer une gateway ou des microservices avec synchro avec la gateway, avec une gestion d'identité à côté, etc., etc. Tout ça, c'est généré. Fondamentalement, ce que je dis, c'est du code que vous, de toute façon, vous feriez. Le but, c'est juste de gagner ce temps-là. Et donc, du coup, quand je me suis mis à faire du .NET, je me suis dit, bon, les questions, ça a été, c'est quoi les best practices côté .NET? Des trucs très bêtes, mais est-ce que je dois mettre un dossier SRC ou pas? Alors là, sur le net, je vois des gens qui en mettent, je vois des gens qui en mettent pas, je vois pas de position de la part de Microsoft sur est-ce qu'il faut le faire, pas le faire, etc. Il n'y a aucune guideline dessus. Comment je dois appeler ce genre de layer, entre guillemets? Est-ce que je l'appelle, je ne sais pas, data, repository, entities, models, domain, etc. Comment je les appelle, ce genre de choses? Il n'y a pas vraiment de convention établie. Et en fait, c'est des choses où, justement, le but d'un générateur de code, c'est de mettre tout le monde d'accord sur ça, en disant, de toute façon, c'est bon. C'est un endroit où il ne doit pas y avoir de débat. C'est les fameux débats de est-ce que je mets l'accolade à la fin de la ligne ou je le mets au début de la ligne. Fondamentalement, c'est super intéressant les soirs, mais tout le monde s'en fout, en fait, quand vous développez, quoi. Donc le but, c'est un peu ça. Donc en fait, j'ai commencé à faire un bout de hack, et puis ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, un peu d'ampleur, puis j'ai été en discuter avec 2-3 personnes à droite à gauche, et quand j'ai cherché sur Stack Overflow, Reddit et les compagnies, il y a des gens qui demandaient ça. Donc je dis, bon, bah, c'est parti, on va essayer de faire une implème. Donc en fait, Gipster.net, c'est quoi? C'est juste un portage de Gipster en mode .NET. Et les objectifs derrière, c'est quoi? C'est d'améliorer tous les points qui m'ont manqué, entre guillemets, en tant que développeur, de les incorporer. Si moi j'ai eu les problèmes sur les paginations, j'en parlais tout à l'heure, c'est que je ne suis peut-être pas le seul. Donc essayer de fournir quelque chose. Donc soit incorporer un framework et économiser l'intégration au prochain développeur, soit le développer s'il manque. Des configurations par défaut sur la sécurité, l'identité, la gestion du course, l'audit trail, ce que je parlais tout à l'heure. Focus sur l'expérience développeur. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais dire, voilà, le développeur, faire un Dockerfile de son application .NET Core, au final, grosso modo, ils sont tous les mêmes, donc autant lui fournir par défaut. Donc, fournir des standards opinionated, ce qu'on dit. L'avantage de faire ça et de le faire en open, pour le coup, c'est que vous tous, à chaque fois, il s'énerve quand vous tous, vous pouvez quelque part aller vérifier ce qui a été mis et proposer votre version. Et quelque part, c'est un consensus qui dira le bon standard, c'est celui-là parce que c'est la majorité des développeurs qui l'ont fait. Côté Java, en fait, quand je parle de Gipster, ça fait le générateur de code, oui. Mais un des effets que ça a eu, c'est qu'il y a beaucoup de snippets de code qui, vu qu'ils ont été vus par beaucoup de développeurs, en fait, beaucoup de monde se sont mis d'accord sur la bonne façon de faire, c'est ça. On peut le négocier suivant les projets, etc. Mais 80% du temps, c'est celui-là. Donc ça, ce bénéfice-là, entre guillemets, est de montrer une bonne façon de faire. Donc là, c'est un peu les mêmes objectifs. Génération de CRUD, j'aurais pu faire une démo, ou sinon je pourrais la faire tout à l'heure sur mon Mac si vous voulez. Et si possible, à réutiliser tous les fronts. C'est-à-dire il y a un front Angular, il y a un front React, il y a un front Vue.js qui fait déjà tout l'aspect, les formes pour faire du CRUD, etc. Je rajoute des utilisateurs, je change le password de l'utilisateur, je regarde mes logs, je fais tout ça, c'est déjà généré côté client. Bon, autant en profiter, c'est déjà gratos. Et pour le coup, c'est des développeurs. Alors, il y a du back et du front qui se mettent dessus. Donc pareil, ce front-là, vous savez qu'il a été fait par des gens compétents et vous en profitez automatiquement. Donc depuis le 12 février, ouais c'est ça, depuis le 12 février, donc un peu plus d'une semaine, quasi une dizaine de jours, en fait le projet est live sur GitHub, donc en fait le projet fait partie de l'organisation Gipster. Donc le projet a le soutien de la communauté Gipster. Donc il y a le lead avec nous, il y a les gars, alors quelques personnes de Microsoft, donc un Sébastien Pertus si vous connaissez, qui est en visibilité sur ce truc-là. Et donc du coup les gens, ouais, alors pareil, avant de faire ça, j'ai quand même demandé à Sébastien,
est-ce qu'il y avait un truc comme ça côté Microsoft? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un intérêt? Donc lui, il m'a dit, oui, il y a un intérêt, vas-y, il y a de la place, quoi. Donc ce projet est open, donc si vous êtes motivé et si vous pensez que vous avez quelque chose à apporter, n'hésitez pas à aller dessus. Ça peut... Enfin, moi, c'est ce que je cherche tout de suite. Grosso modo, j'ai fait un proto qui est un portage Java. J'ai pas la culture .NET, vous l'avez, venez l'amener. Donc, normalement, c'est ma slide d'après. C'est ça. Un petit merci à Kevin et Thomas qui sont pas là forcément. Ah si, Kevin il est là, cool. Et Pierrot et Sylvain qui ont été là, qui justement m'ont dit ça s'appelle pas comme ça en .NET, ça on a plutôt tendance à le faire de telle manière, ça on a tendance à l'organiser de telle manière. Le but de ça, c'est que, ça respecte la culture .NET. Il ne faut pas que ça soit un développeur Java qui l'écrive et qui le pousse, il faut que ça respecte la culture .NET. Et 2, c'est qu'on se mette d'accord, grosso modo, sur, finalement, que ça soit du Java ou du .NET, les principes sont les mêmes, la syntaxe va changer, mais les principes sont les mêmes, donc autant essayer d'avoir quelque chose qui se ressemble le plus possible pour faciliter justement de développeurs .NET qui a envie de passer au Java ou d'essayer Java, ou Java qui veut passer au .NET. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, on peut faire un bout de démo sur mon Mac, mais je ne peux pas projeter. Donc du coup, en conclusion d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, donc, après avoir passé un peu plus de 3 mois sur l'aspect .NET, le Move.NET Core est vraiment intéressant, le fait d'être multiplateforme est vraiment intéressant. Ce que je disais, le langage C# est vraiment bluffant pour le coup. ASP.NET, Entity Framework Core, je reste un peu sur ma faim, notamment avec les 2-3 points que je vous ai montrés. Et le problème demain, ça va être vraiment le côté comment le langage va évoluer et ne pas juste attendre que ça soit un éditeur qui fournisse quelque chose sur étagère. Si on part vraiment sur une démarche open source, comment ça va être adopté par la communauté, comment ça va grandir avec la communauté. Donc c'est un peu ce truc-là que je cherche. Voilà, si vous avez des questions. À un moment, ça va planter au bout d'un moment. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai dit que des conneries? Oui, pardon. Alors, tu as parlé que Java et Microsoft, on a les mêmes idéologies en fait, son langage. Combien tu as pris de temps pour passer en termes de syntaxe, Pardon. passer de Java? Combien de temps j'ai mis à basculer? Pas beaucoup. Alors, pas beaucoup pour 2 raisons. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Au début, j'étais perturbé par la notion de namespace, que je ne comprenais pas. Alors après, quand tu dis, bon, bah, c'est des packages en Java, mais c'est pas tout à fait pareil, mais c'est bon. Quand tu copie-colles le concept, tu peux démarrer. Après, le reste, ça a été. Et ce que je disais, le refacto m'a beaucoup aidé à aller sur le langage. Donc du coup, j'avais tendance à écrire du code Java, donc public, classe, machin, faire ce genre de choses. Et le refacto me corrigeait en disant non, ça c'est une classe internale, ça c'est du shield, ça c'est du... là tu pourrais plutôt le faire comme ça, là il faudrait plutôt mettre une extension. Enfin, il ne faisait pas la partie extension forcément. Mais au final, je pense qu'en 2-3 semaines, enfin en 2 semaines, je pense que j'étais largement... tout de suite, je vois plus de différence entre... si je dois demain démarrer un projet en .NET, ça va. Je ne suis pas choqué par la syntaxe, je n'ai pas trop de problème. Mais, et au contraire, j'étais plutôt content de découvrir tous les sucres syntaxiques que j'ai pu montrer. Je me suis dit, putain, en fait, je peux aller plus vite que ce que je vais d'habitude. C'est beaucoup moins verbeux. D'autres questions? Yes. Ouais. Historiquement, les langages Microsoft ont toujours été payants. Oui. Microsoft a changé sa politique par rapport à ça, mais historiquement, ils étaient payants. Quand tu payes quelque chose, oui. Tu t'attends. Tu as envie de contribuer. Ouais, c'est ça. Tu t'attends à payer pour avoir le résultat. Et je pense que la différence communauté, c'était à ce niveau-là. Oui, je suis d'accord. Java était gratuit, Microsoft était payant, Java était gratuit, donc on les aidait. PHP est gratuit, on les a aidés. Tous ces langages, entre guillemets, open source, on les a aidés. Microsoft arrive avec quelque chose de payant. Donc à partir de là, client-fournisseur. Et ça, c'est en train de s'évoluer. Oui. Ça va certainement prendre de l'ampleur dans les années à venir. Mais ça demande un changement de mentalité de la part des développeurs. Et c'est là où en fait, c'est pour ça que je disais, je suis bluffé par le revirement de situation de la part de Microsoft. Et du coup, c'est presque, ils ont été trop vite pour les développeurs. C'est un peu
ah bah non, on s'attendait à un fournisseur qui nous fournisse des choses, on attend. Et là, tu dis, bah non, pour le coup, ils ont tout ouvert, vas-y, amuse-toi. Et c'est là où je sens qu'il y a encore un petit frein. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, quand tu payes, t'attends, quoi. Par contre, par rapport à la quantité, il y a quand même notre VS Code qui est Oui. gratuit et même Visual Studio Community qui est aussi gratuit. Ok, d'accord. J'avais même pas. Est-ce que je l'ai regardé? Alors, moi, si j'ai regardé la version Visual Studio Community, je sais pas si c'est la version Mac qui est pourrie ou si c'est tout. Comment? Mais pour le coup, entre un VS Code et Visual Studio Community, grosso modo, je préfère VS Code. Hein. Là, pour le coup, c'était vraiment très très bas niveau. Quoi. Ouais, sur Mac. En fait, Visual Studio sur Mac, c'est un portage de Xamarin Studio. D'accord. Enfin, bon, Ouais, c'est hyper léger. Quoi. Enfin, ils se disent on a un truc pour Mac pour remplir le catalogue, mais ça va pas beaucoup plus loin. Quoi. Ouais. Mais non, après sur Visual Studio Code, ils font du très 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 bon boulot. Et pour le coup, c'est un beau projet qui a été adopté par la communauté et sur lequel il y a, enfin, que ça soit justement Gipster, JetBrains maintenant leur demande de l'argent puisqu'il y a un open collectif, donc ils récupèrent un peu de pognon. JetBrains dit on paye et ils sont en train de dire non, on passe sur VS Code et Red Hat pareil. Red Hat c'est toutes les coms, c'est on va apprendre aux développeurs Java à coder sur VS Code. Donc on va faire des plugins, on va outiller tout ça pour passer sur VS Code. C'est vraiment en train de devenir un IDE fort dans les communautés. Yes. Je disais pour Gipster qu'il y avait plein de choix de configuration. Et j'imagine que la doc de Gipster, quand tu arrives sur le projet, propose de te dire peut-être problématique, faire ça. Alors, attends, fais voir. On va regarder deux trucs. Ça, c'est ma gueule, mais vous en avez rien à foutre normalement. Hop. Non, c'est l'autre. C'est celui-là. Ouais, normalement, je vais essayer de me péter le cou. Échappe. Starter. Gipster. Pyro, je suis en train de faire du mal à ton PC quand même. Hein. Voilà. Donc ça, juste pour expliquer, ça c'est la version... Est-ce que je peux... Putain. Ah, là c'est le PC qui s'est mis en croix. Désolé, la résolution est dégueulasse. C'est qu'il faut. Pyro, je peux me connecter avec ton GitHub? Ah non, bah non. Attends. Normalement. Attends. Register, pardon. Please register. Est-ce que je peux pas me... Alors, ce que c'est que j'y vois rien. Normalement, on peut se connecter avec un compte GitHub. Merde. Je peux pas? Bon, tant pis. Donc la question, c'est quand on arrive sur Gipster, il documente un peu l'intégralité des choix. C'est ça? Alors, Gipster, en fait, c'est un outil ligne de commande. Dans l'outil ligne de commande, tu n'auras pas la doc qui va avec. Par contre, sur le site, Setting up your environment, tu as installing, nanana, est-ce que c'est là? Create an application, est-ce qu'on va l'avoir là? Tu vas voir ici un peu plus d'infos, donc du coup tu vas voir que si tu fais un monolithe normalement, je suis désolé, ça ne ressemble pas à grand chose ce que je suis en train de faire. Donc tu as le quick start, Gipster, normalement est-ce qu'il présente les choix quelque part? Les questions qui sont posées, quel type d'application tu veux générer, tu peux choisir un monolithe ou un microservice, le base name, donc ça va être plutôt dans la doc ici que tout va être documenté. Alors après tu as une doc assez complète quand même, genre je veux déploiement. Development, normalement ça doit être par là. Production. Hop là, production. Je veux le déploiement Azure. Voilà, sur le déploiement Azure, ça te dit que normalement tu génères une application monolithique. Si tu le fais en mode war, bah voilà le fichier, le bout de truc. Ça c'est généré, c'est même pas à copier-coller. Hein. C'est du généré, mais il l'explique. Tout ça, c'est expliqué. Si je veux les images Docker, elles vont être expliquées. La stack microservice, normalement, je crois qu'il y a un truc qui est pas mal. Gipster Registry. Il y a normalement, je la cherche, Creating Microservice in Production. Est-ce qu'il parle de la stack Non, elle n'est pas là. Ils ont toute une stack de monitoring, elle est documentée quelque part, je ne sais plus où. Donc, toutes les étapes sont documentées pour le coup. Les choses sont documentées. Il y a vraiment, sur le côté communauté, c'est quand tu fais une PR,
S'il n'y a pas la doc associée, elle est juste pas validée. Donc ça, c'est fort côté Gipster. Et là, je sais qu'ils ont pris... Alors, donc le lead de Gipster, il fait partie d'une boîte qui s'appelle Ipon. Et là, il a pris 2 stagiaires. Et les 2 stagiaires vont créer des quick start et des how-to démarrer, entre guillemets. Donc il y a vraiment une grosse documentation. Et sur le net, il y a beaucoup de docs, même des vidéos YouTube qui expliquent comment monter. Je suis juste dégoûté. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça? J'ai le sample.net. Ça, c'était le deuxième problème, c'est qu'en fait, tu as le... J'ai le sample.net qui sont... Ouais, parfait. J'ai un VS sur un VS Code. Parfait, si on peut projeter mon champ. Il faut ramener par là. Non, juste l'USB-C. Juste l'USB-C. C'est qu'elle va plus jamais marcher, hein, cette boîte. Du coup, t'as juste fait le git clone, c'est ça? Ouais, j'ai juste fait le clone, si tu veux montrer un bout de code. Ouais. T'es pas dessus? Yes, t'es dessus. Ok. Voilà, ça c'est... Après, on peut zoomer un peu. Zoom. Merde, c'est où? Je suis pas sûr. J'étais bien, hein? Affichage. Alors... 250%, rien que ça? Ouais. On va passer en un peu plus gros. Tu préfères du VS Code ou... Ouais, non, ça me va très bien. Ça, alors là pour le coup, ça a été... en fait, en Gipster, sur les repos GitHub, il y a des projets samples qui montrent. Ça, c'est juste le git clone du projet... Attends. Tu as été chercher le sample.net ou le sample Java? Je peux aller chercher le Java? Je dois avoir un git clone quelque part. Vous sentez la démo préparée là? Attends là, c'est Git, ça va? S'il te plaît quand même. Merde. Donc non, moi la partie qui a été faite en .NET, ça a été plutôt ça. Donc du coup, ce que je disais, c'est très typé Java, mais vous retrouvez grosso modo les trucs. Alors dans les trucs que j'ai pu coder, que je disais qu'il me manquait, je vais meubler. Ça là, with header. Je veux retourner une action, sauf que je veux setter mes propres headers. Si je veux le faire proprement, enfin si je veux le faire en ASP.NET, il faut que je chope le contexte HTTP, c'était mes headers, mais je ne le retourne pas dans l'objet. Là, je dis bah non, je retourne une action, je fais with header, je balance mes headers et puis fini quoi. Ça c'est pompé en Java. On a response entity .created par exemple avec l'URL .headers et puis il roule quoi. Et dans les autres trucs que vous pouvez voir, ça, la pagination. Tadam. Qu'est-ce que je fais? J'ai construit un objet iPageable qui récupère depuis le query string l'objet page et size, grosso modo, qui construit un objet. Donc j'ai un filter qui catch ça, qui construit un objet qui va bien, qui me le passe à mon contrôleur. C'est à peu près lisible. Ouais. Et ensuite, cet objet-là, tel quel, je le passe au DB7. C'est ça. Et donc du coup, lui, il me fait automatiquement la pagination. Ce genre de snippet de code, voilà, en gros, il y en a pour 30 minutes à l'écrire, le truc. Une fois qu'on a écrit ça, les gars, c'est dispo. Et par contre, ce que je disais, ce n'est pas un framework. Le but, c'est que ça ne soit pas un framework. Ce n'est pas une lib masquée dans laquelle on cache tout et puis le développeur développe par-dessus. C'est que ça doit être à disposition du développeur pour le modifier s'il en a envie. Normalement, là, si je fais cd Gipster, sample, hop, c'est ça. Code. Je vous montre un peu côté Java. Côté Java, qu'est-ce qui est généré? J'ai toute mon application qui est générée. Donc du coup, dedans, je vais avoir mes ressources. Si je prends mon bank account, par exemple, qui est un peu l'exemple type.
Je vais avoir tout mon code contrôleur. Donc tout ça, c'est en gros, quand je génère une application, c'est de base, c'est gratos. J'ai une partie de ma couche service, parce que par défaut, pareil, Gipster dit, ben, une couche service, si en fait, tout ce qu'elle fait, c'est passer à la couche repository, il n'y a pas de plus-value, donc je la squeeze et je passe directement dans le contrôleur. Mes repositories qui sont codés, etc. Donc tout ce code-là, il est fait. J'ai une config par défaut. En Java, on a un outil qui s'appelle Liquibase pour faire en gros l'équivalent de Entity Framework Migrations. Donc là, il est préconfiguré également. Il dit, bah voilà, tu vas tourner avec ce fichier-là, etc. Tout ça, c'est fait. J'ai des tests qui sont générés. J'ai des tests qui sont générés. J'ai un Dockerfile qui est généré. J'ai un package JSON qui est généré. J'ai toute ma config Webpack. Je vous jure que c'est pas moi. Hop là. J'ai toute ma config Webpack, pareil, qui est générée avec un proxy pour que j'ai du live reload côté front et qui tape mon back avec un bout de proxy. Tout ça, c'est fait par défaut. Donc après, je démarre mon application, entre guillemets, entre le moment où je la génère et le moment où je démarre, il s'est passé 5 minutes, quoi. Et puis voilà, grosso modo, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Tac, je crois que... Non, après, tu avais pompé tel quel le starter. OK. Voilà. Si vous voulez une vraie démo, je peux vous la faire sur mon Mac, en comité plus restreint, mais sinon, c'est bon pour moi. Yes, dis-moi. Oui. Alors, Boilerplate, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, c'est plein de snippets consolidés. Et alors, pour moi, il y a deux trucs qui me gênent. C'est que, un, j'ai l'impression que c'est plus un repository avec plein de choses pour copier-coller. Donc, ça. Et après, ça fait vraiment bibliothèque de tout un tas de choses. Et ça ne fait pas de la génération. Enfin, j'ai pas vu que c'était de la génération. C'est plutôt des composants qu'on vient pomper un peu comme, pour le coup, un framework en disant... comme ce qu'on peut trouver côté front en disant j'ai une bibliothèque de composants et je viens prendre mes composants au fur et à mesure. Donc il y a potentiellement plein de choses qu'on ne va pas utiliser. Mais moi, j'avais été regarder un peu la gueule du truc. D'autres questions, c'est bon pour vous? Apparemment, il y a des super bonnes crêpes qu'il a fait avec amour. Yes. Gratuit pour tout le monde. Gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas de modèle économique. Alors, du coup, il y a un open collectif, donc en gros un tipper-like dans lequel des gens peuvent mettre du pognon, si jamais ils veulent. Donc, il y a quelques sponsors qui mettent. Ça permet de payer le serveur qui hoste le site web. Ça permet de payer, ils font une conf maintenant une fois par an. Ça permet de payer le billet d'avion au speaker pour venir, etc. Mais grosso modo, il n'y a pas de bénéfice qui est fait. Tout ça. Et alors, pour donner un titre d'exemple, l'année dernière, ils étaient à 50 000 téléchargements, enfin 50 000 créations d'applications par mois. Depuis le début 2019, ils en sont à 90 000 par mois. Donc après, par contre, les vraies questions qu'il y a derrière, c'est il y a beaucoup d'applications poubelles, grosso modo, qui sont générées, puisque ça reste de la génération, c'est gratos. Donc on génère, on regarde comment ça marche, puis on met à la poubelle. C'est beaucoup utilisé également sur les phases de prototypage, parce que du coup, ça va très vite. Il y a des questions alors, il y a moins de documentation dessus, mais ça commence à arriver. C'est un peu... Parce que potentiellement, on peut générer une application, que Gipster soit mise à jour, on se dit « Ah ben, cette feature, elle m'intéresse. Comment je fais pour la récupérer alors que j'ai déjà généré mon appli ?» Donc là, le modèle pour entre guillemets, régénérer, c'est git merge, grosso modo. Donc, on branche, on merge, et puis on gère les conflits. Mais il y a des gens qui commencent à te proposer des patterns où il y a un bout de génération, il y a des trucs qui vivent à côté, il y a un bout de délégation qui est faite pour profiter des dernières features et continuer pourtant à développer des codes beaucoup plus métiers. Ça fait du scaffolding statique. Il n'y a pas de protected area, etc. Surtout pas. Mauvaise idée. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et puis, s'il y en a qui veulent, je fais une démo sur mon Mac tout de suite. Quoi? Arrête, il est tout neuf, il est arrivé lundi. Merci à vous. Pour ceux que ça intéresse, on a fait des crêpes hier soir, tous là. C'était super sympa. Donc, on vous invite à venir manger une crêpe, à boire un verre si ça vous intéresse. Juste à côté, dans l'amphi à côté. Quoi? Ah, ça va? Bien et toi? Caméra? Tu veux venir t'embêter? Yes, ah oui.
Attends, du coup Yann, tu lui fais j'ai pas son numéro, tu lui fais un bisou de ma part? Il est à Monceau? Il est rentré le temps, il est rentré, mais il dit je suis dégoûté, le pas est venu. C'est bon, il fera le replay. Je lui ferai C'est ce que j'ai dit, il faut absolument que tu regardes la vidéo. Je lui ferai chez lui s'il veut. Yes. Je suis désolé que je te saute un peu dessus rapidement parce qu'il va falloir que tu partes. Pas de problème, pas de problème. Normalement, j'ai tout le temps en fait pour voir ce qu'on peut faire tous les deux. Ok. Je vais te donner un coup de main sur cette partie. Ouais. Moi, tu vois, il y a un peu chaud au mois de mars. Bah, de toute façon, enfin, moi je le fais. Alors, l'idée, c'est que le projet sur GitHub. Donc, entre guillemets, c'est. Entre guillemets, moi je pense qu'en fait, c'est déjà une question sur la fin de boulot aussi, mais pas encore le week-end, donc ça je le fais. Donc, après, moi j'ai commencé à noter un certain nombre d'issues qui me semblaient pertinents. Après, tu me dis, ah bah ça, moi je le fais pas comme ça, ou ça, attends, bouge pas. Les gars qui t'attendent à la sortie. Ouais, ils t'attendent aussi. Ouais, il faut que... Je les ai redirigés vers toi. Je leur ai dit, j'avais pas des infos. C'était plutôt tôt en fait. Ils veulent quoi en fait? Parce qu'ils parlent bien, mais j'arrive pas. Tu dis sur le mois de mars, Je sais pas, ils vont monter des trucs, ils veulent de la thune. Ouais, on leur prend pour nous, on leur dit. parce que moi, si tu me dis, si on fait ça entre les deux, bah tant mieux, comme ça j'ai pas entre guillemets à négocier, machin, etc. Ça, Si c'est sur les heures de boulot. J'éteigne tout ça. Ça, c'est qui? Ce Gauthier? C'est à toi? Non, ça doit être à Daniel. C'est à Daniel? Enfin, moi je dirais que c'est à lui. Ouais, moi ça va. Non, celui-là il était de là. Et lui il en avait amené un par contre. Non, du tout, il a permis aussi. Celui-là il a... Mais je sais pas si c'est de la faute du câble, hein, moi. Écoute, ce que je te propose, Je suis pas sûr. Hein. Moi, ça a pas merdé sur mon PC. Hein. Je suis pas sûr que ça vienne du câble, hein, moi. Donc, bon. En plus, je fais cours là tout le temps. ouais, je veux bien que tu cales une date au mois de mars. C'est son connecteur. C'est ton connecteur, Pierre. Tu dois Oui. avoir de la bourre ou un truc comme ça, ton connecteur. Ouais, tu dois avoir une merde qui descend. Ça doit être celle-là. Merci. Ah, j'ai gagné 2 téléphones, moi. Non, mais j'ai déjà gagné une montre tout à l'heure, j'ai trouvé ça dans la salle de TP en sortant. J'ai gagné une montre, ouais. Il y avait une montre dans la salle de TP quand je suis sorti. Non, celle-là, elle est à moi. Enfin, celle-là, je l'ai volée d'ailleurs. Parce qu'en fait, je les récupère, c'est dans les... Bah ouais. Je sais pas, c'est un peu trop maousse pour moi. Mais... Moi, je déteste avoir des trucs au panier, mais bon. Je vais attendre de voir s'il y a un étudiant qui la réclame. Sinon, tu fais un cadeau à Cédric quand il est nommé. T'as tous tes téléphones, c'est bon? Ouais, j'ai tout mis dans les deux, de toute façon. Et tiens, n'oublie pas. Yes. Ah ouais, les cours d'autocollant propagande. Bon, et du coup, je vous envoie... C'est top. Franchement, c'est. Ça résonne avec le micro. Ouais, c'est Mais ouais, ça arrive un peu. Ouais, mais ça va, ça passe bien là. J'écoute un peu le live. Ouais, tu l'as regardé un peu. Ah, c'est pour ça qu'il y en avait 2 en live, c'était toi et moi en fait. Oui. Ah, c'est- Je pense, ouais. ouais, c'est du mieux que rien. Bon, ça va, j'ai pas dit trop de conneries. Tu fais la même sur Devox? Non. Du coup, elle a pas été retenue. Si, je suis en c'est bon. C'est bon, c'est bien. D'accord. Ça dépend d'un speaker, c'est pas grave. Par contre, il y a le. C'est marrant, il y a le Lyon Jack qui m'a demandé. Ça te dirait de venir la faire? Allez manger, hein. J'arrive, faut que j'éteigne tout là. Allez-y avant qu'il n'y ait plus rien. Hein. Allez manger les jeunes, hein. Allez-y. Bon, ça va, j'ai pas dit trop de conneries. Non, ça va. Il y avait pas de truc. Non, moi j'étais content parce que ça va plutôt dans le sens de ce que je dis aux étudiants en cours sur la date lector et tout. J'étais content parce que ça. Parce que quand c'est le prof, c'est pas. C'est toujours des conneries. Bon, il n'y en avait pas beaucoup. Mais il y en avait quand même quelques-uns. Ouais, mais c'est ça, moi, c'est. Je dis, quand j'ai bien mis tout mis, j'ai fait celle-ci, je la prends en photo. Ça prend en photo 4. Il y en a pas qui disent. Bon, attends, merde. Après, ça dépend aussi parce que moi je vois le peu de trucs que je fais, moi c'est un autre problème, mais moi j'ai pas confiance en mon code pour le mettre. Je le diffuse pas parce que je me dis,
ça, j'ai fait, je sais putain, pourquoi tu n'as pas publié quoi. Enfin, il y a un moment de partage. Oui, mais non, parce que pas le temps, machin. Tu te dis, putain, mais en fait, et après, c'est la même chose qu'on reproche à nos boîtes, c'est que putain, mais en fait, tu passes 10% de ton temps à publier. Après, il y a un moment, là, j'ai passé plus de temps, entre guillemets, à discuter des PR avec Thierry et Thomas qu'à coder, au final. Mais c'est super enrichissant, et puis, non, pour le coup, pour faire un peu d'open source, les gens sont plutôt bien intentionnés. Oui, C'est vraiment du. ça serait un niveau d'horaire. Sur le truc, c'est que les gens sont